Hola! On se retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de juillet qui a été assez intense, je vous avoue. J'ai lu 26 livres, mais je vais vous en parler de 28 puisqu'il y a eu 2 abandons. Et je trouve ça important de parler des abandons et de pourquoi je les ai abandonnés, parce que potentiellement les raisons pour lesquelles je ne les ai pas appréciés au point d'arrêter ma lecture et de me dire vas-y passe à autre chose, ça pourrait en plaire, enfin ça pourrait donner envie à certains de les lire. De même, je m'excuse pour cette tête, je suis réveillée depuis 3h30 et il est actuellement 4h30. Voilà. Dernier élément, j'ai la meilleure tasse au monde, c'est d'ailleurs, regardez, une petite tasse Boobs qui vient de chez Flying Tiger, je crois. Meilleur investissement, genre vraiment des petits seins, des seins qui ne sont pas symétriques comme la réalité, des seins avec des petits cœurs, on aime. D'ailleurs, je fais une petite transition. Beaucoup de livres à vous présenter, là vous en voyez une partie, il y a beaucoup de post-it parce qu'il y en a que je n'ai plus en ma possession, donc vous aurez les petites couvertures à l'écran. Donc prenez votre meilleur thé, votre meilleur café, votre meilleur Coca Zéro comme moi, et c'est parti pour, je pense, une bonne heure. Je commence avec un livre que j'avais oublié en fait complètement de vous parler le mois dernier. Il s'agit de Corps Vivante, je vous mettrai la couverture ici. Qui est un livre que ma copine Eliana avait acheté parce que il l'intriguait. Et c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer il y a quelques temps de ça, et il avait l'air d'être beau. Et il est beau, et je suis désolée, je ne l'ai pas en papier parce que du coup c'était ma copine Eliana qui me l'avait prêté. C'est un livre qui coûte 27€, qui n'est pas forcément très gros, qui est très illustré mais qui a très peu d'écriture dessus. Enfin dedans plutôt. L'écriture est aussi en, je veux dire en cursive, je suis pas sûre que ce soit le terme adéquat. Ça m'a gênée dans ma lecture. Vraiment, moi j'ai l'habitude d'avoir quelque chose d'une police de caractère assez spécifique. Là, d'avoir ce côté très écrit, très arrondi, moi ça m'a gênée, donc je préfère le dire pour ceux que ça dérange, notamment les dyslexiques qui risquent d'avoir du mal à le lire. Ici on parle de... Le speech, c'est une jeune femme qui va se découvrir, entre guillemets, lesbienne, mais qui va pas avoir un coming out, enfin un coming out... Ouais, qui va pas avoir une révélation comme on peut voir dans des films et dans des séries, ou quand vous entendez certaines personnes queer parler de ah bah moi j'ai toujours su que j'étais queer, ah bah moi c'était une évidence, j'ai jamais eu de doute là-dessus, etc. Et l'autrice de ce récit explique que pour elle c'est quelque chose qu'elle a plutôt construit, ou qu'elle a déconstruit, le fait d'être hétéro. Elle se dit bah est-ce que je suis vraiment hétéro, etc. Toute cette interrogation était très intéressante, surtout que je fais partie de ce genre de personnes qui n'ont pas toujours su que j'étais queer et que j'étais pansexuelle, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien de montrer que non, c'est pas forcément une évidence, que on a besoin aussi de se déconstruire de ce système patriarcal et du fait qu'on vive dans un monde hétéronormé. Et je trouvais ça très intéressant. Les illustrations sont très jolies, mais qu'il y a un mais quand même, les illustrations n'ont rien à voir avec l'histoire. C'est-à-dire que si l'autrice avait décidé de faire un mini-essai ou une sorte de recueil de pensées, de je ne sais quoi, sur son coming out, sur ses interrogations, etc., je pense qu'il aurait été exceptionnel et je l'aurais adoré. Mais là, d'avoir un livre où vous avez plein d'illustrations très jolies, hein, vraiment très jolies, mais qui n'ont rien à voir avec le texte qui est associé, ça m'a dérangé en sachant qu'il coûte 27€ les gars. Le bouquin vient du Canada, donc le prix est peut-être justifié, mais avoir une illustration qui est jolie mais qui a rien à voir avec le texte, où il y a 7 textes par page, voilà, c'était pas une mauvaise lecture, je l'ai plutôt bien aimé. J'ai aimé le fait qu'on traite le fait d'être homosexuel, surtout en tant que femme, le lesbianisme, je ne sais pas si ça peut se prononcer comme ça, j'ai aimé qu'on voit ça avec cette idée-là, avec ce regard-là, mais je trouve ça cher pour un récit qui n'a pas forcément de lien entre le texte et les dessins, même si, indépendamment, tous les deux étaient très beaux. Et je mentionne le prix parce que si vous hésitiez à vous l'acheter, 27€, je trouve ça cher payé. Je sais, il n'y a rien qui est cher, ça dépend de nos moyens. Là, 27€ pour ça, non, clairement, non, c'était cher. Ensuite, j'ai lu pas mal de suites de saga, donc je vais être assez brève. J'ai lu le tome 3 de... je vous le fais en français, parce que bon, il est tôt, cette tête fatiguée n'a pas l'ambition de faire 365 Days.
j'ai réussi à le dire. C'est 365 Days to the Waiting. J'aime bien, j'aime toujours bien ce petit récit. C'est pas le récit du siècle, c'est pas le manga qui va me marquer dans 10 ans, mais j'aime bien l'idée que tous les deux travaillent dans la même entreprise. Leur chef leur dit bah écoutez, il y a quelqu'un qui est célibataire dans l'entreprise qui va aller en Sibérie parce que ils font des cartographies, il faut cartographier une partie de la Russie. Les célibataires sont prioritaires, si vous êtes mariés vous n'irez pas parce que on va pas forcer votre conjoint à y aller. Et cette jeune femme qui paraît très froide et ce garçon qui est très réservé, cette jeune femme va aller le voir en mode écoute on va qu'à se marier comme ça on n'ira pas. Et lui là bah je veux pas y aller parce qu'en fait moi j'ai mon chat. Et c'est genre ok bah marions-nous. Et ils font semblant, mais ils font semblant jusqu'au point où, alors là on n'est pas dans un truc où ils développent des sentiments très vite et tout est très rapide, au contraire c'est très lent. Mais dans ce tome-ci, on est déjà un petit peu dans le tome 2, mais dans ce tome 3 on est un peu plus concentré sur le jeune homme qui va devoir présenter cette jeune femme à sa famille et qui est en mode bah en fait c'est pas forcément un vrai mariage, mais en même temps elle est très sympathique et ils s'entendent bien et tous les deux très introvertis donc ça pourrait marcher entre eux, mais tous les deux n'en ont pas forcément conscience. Lui le fait qu'il adore son chat et qu'il soit vraiment en mode non non je ne partirai pas en Sibérie parce qu'il m'a fallu des mois pour apprivoiser mon chat et que maintenant c'est bon il va bien et je veux pas qu'il ait un nouveau changement et qu'il soit pas bien, je trouve ça incroyable. J'aime aussi beaucoup la personnalité de la jeune femme qui paraît très froide mais en fait qui cache le fait qu'elle est très timide et qu'elle a peur de se mêler aux gens et qu'elle a une véritable passion pour la cartographie et que c'est plus important que n'importe quel job et n'importe quelle relation professionnelle ou personnelle qu'il puisse y avoir. Donc voilà, moi c'est un petit manga qui me fait du bien et j'ai vraiment bien aimé ce tome 3. Ensuite, petit post-it, parce que je ne l'ai plus en ma possession je crois, il me semble que je l'ai revendu entre temps. Il s'agit de Love Coach, le tome 2. Si vous vous souvenez bien, j'avais lu le tome 1 le mois dernier, celui d'avant, et j'avais vraiment adoré. Je crois qu'on était sur un 4 sur 5, donc vraiment c'était une très bonne note. On suivait une jeune fille qui avait une meilleure amie qui allait se marier, elle s'était connue sur internet parce qu'elle jouait aux mêmes jeux vidéo. Et cette jeune fille, même des années plus tard, elle était restée attachée à jouer aux jeux vidéo, à être assez enfermée dans son petit univers, à pas vouloir fréquenter des gens, enfin... Elle était bien, elle était heureuse comme ça, et elle voyait pas l'intérêt d'être en couple ou de se lier d'amitié avec des gens. Et un jour, il y a un nouveau mec qui débarque, beau gosse, tout le monde est là, ah, il est incroyable, et elle fait pas plus attention à lui que ça. Jusqu'au moment où on est au Japon, repas d'entreprise, enfin, clairement un after work où vous passez votre temps à vous bourrer la gueule, et elle se rend compte rapidement que ce garçon lui parle de ce jeu auquel il jouait quand il était plus jeune, et elle est là genre, waouh, mais je suis méga fan. Elle commence à lui parler de sa passion pour ce jeu vidéo, et lui il la trouve genre un peu genre wow, en fait t'es encore à fond là-dedans. Il va rejouer à ça et il y a un lien qui va se créer et elle est bourrée et elle dit qu'elle n'a jamais été dans une relation et que bah finalement ça lui pèse un peu parce que genre là sa meilleure amie elle va se marier et elle est complètement détachée de tout ça, qu'elle approche de la trentaine et au Japon du moment où vous avez 30 ans c'est que vous êtes célibataire, vous êtes un peu condamné à rester seul toute votre vie. En sachant que en plus il y a un problème de natalité au Japon et que bref, un petit peu con de raisonner comme ça, mais il y a un peu cette date limite, encore plus pour les femmes de 30 ans, c'est bon, t'es foutu. Donc elle va en parler à cet homme, ils vont plus ou moins conclure un pacte de vas-y je vais te donner des leçons de séduction, mais ça tombait pas dans un truc bateau bizarre comme peuvent faire parfois les japonais, c'était un truc vraiment bienveillant. Donc j'avais hâte de lire le tome 2. Et là j'attaque le tome 2 et je ne retrouve en rien tout ce que j'aimais du tome 1. J'ai l'impression que ça a été écrit par une autre personne, que c'est un autre récit, que toutes les valeurs qui étaient revendiquées dans le tome 1, elles sont inexistantes dans le tome 2. J'ai vraiment, peut-être pas détesté parce que c'est un terme qui est fort, mais j'ai vraiment pas du tout aimé ma lecture. C'est un 1 sur 5 parce que je ne sous-note pas en dessous de 1 sur 5, ou alors c'est un abandon. Mais vraiment ça a été une énorme déception alors que vraiment le premier tome je pourrais vous le recommander les yeux fermés. Mais ce deuxième c'était mais... Je comprends toujours pas. Et je suis dégoûtée parce que c'était un peu ma saga où je dis oh ça va devenir ma saga doudou. Bah non en fait Pauline, ce ne sera pas ta saga doudou.
Je pense que je vais enchaîner avec des suites de sagas, comme ça vous les aurez. J'ai lu le tome 2 de Our Beloved Summer de Inan et de Han Kyung-chan, je pense qu'on dit comme ça. Pardon pour mon mauvais coréen. Alors j'ai un avis assez mitigé sur cette saga parce que moi j'ai vu le drama. J'ai beaucoup aimé le drama et en fait on m'a plus ou moins expliqué, j'ai vu une chronique qui disait ça serait une sorte de préquel au drama. Et quand je le prends dans une sorte de préquel au drama, je suis là, ok j'accepte. Mais apparemment ce sera qu'en 2 tomes et je suis un peu déçue. Ici on suit 2 jeunes, donc une jeune fille qui est brillante, qui est très intelligente, qui se mélange pas trop aux autres, qui a une grand-mère pauvre, qui se saigne pour sa petite fille et du coup elle a cette notion de il faut que j'ai des bonnes notes, il faut que je sois méritante, il faut que j'aille à la fac, il faut que je rende ma grand-mère fière et que je puisse avoir un emploi et que je puisse sortir de cette caste sociale qui fait que je suis vue comme une moins que rien par la société coréenne. Alors que lui, il a ses parents qui ont plusieurs restaurants, ils ont une situation, je vais pas dire qu'ils sont riches, mais ils sont pas pauvres non plus. Il était plutôt populaire dans le quartier parce que tout le monde connaît ses parents qui ont un restaurant qui fonctionne bien. Bref, c'est un mec qui est assez jovial, il a un de ses meilleurs potes qui est aussi dans les alentours où ses parents le considèrent un peu comme leur deuxième fils. Et c'est un cancre. Il déteste l'école, mais il adore dessiner. Et pour un reportage, il y a un reportage qui est fait pour eux, sur eux au lycée, pour interroger la meilleure de la classe et le cancre de la classe. Les deux ne s'entendent pas du tout parce qu'elle est très fermée, très dans le jugement, très centrée sur ses cours. Là où lui, en fait il écoute pas du tout en cours, il passe son temps à dessiner et il dessine très majoritairement des bâtiments. Lui son truc c'est la nature et c'est surtout les bâtiments presque architecte le mec. Et la seule personne qui va dessiner c'est elle. Bref, dans le premier tome on voit leur chamaillerie, le fait qu'ils se détestent, surtout elle qu'il le méprise et qui a aussi un mépris de classe par rapport à lui en mode mais toi tu peux faire ce que tu veux, t'as la chance de pouvoir être un cancre, tu sais qu'au pire des cas tu pourras bosser dans le restaurant de tes parents et que tu seras pas fichu alors que moi j'ai pas le choix de réussir. Elle le jalouse aussi un peu pour ça et en même temps elle le méprise pour ça. Dans le tome 2 on tombe un peu plus sur la romance et c'est mignon et je peux que vous recommander ce webtoon parce que il est très sympathique et c'est mignon, mais regardez-moi ces petites planches, c'est tout mignonnet genre vraiment. Alors là je vais vous montrer la pire page, après ça reste quand même assez simple en termes de dessin, hein. On est sur du lycée, mais c'est vrai que le K-drama ça se concentre sur le reportage, mais on les suit des années plus tard où en fait ils sont sortis ensemble, ils ont rompu et ils vont être amenés à se revoir dans le cadre du travail. Et je vous avoue que le retour à tout ça était hyper intéressant. Je garde espoir qu'il fasse une sorte de suite, mais techniquement c'est un diptyque. Et techniquement ça s'arrête comme ça, c'est une sorte de préquel au drama. C'est très fidèle au drama malgré tout, parce que dans le drama on suit et le passé et le présent. Mais c'est vrai que j'ai ce petit truc de « Ah, le drama était si bien et si bien joué, et c'était tellement mignon, et il y avait plein d'éléments que j'aimais, mais... » Objectivement, le webtoon est aussi très bien et je ne peux que vous le conseiller. Et je vous refais pas un speech un peu plus approfondi que ça parce que vraiment, je vous en ai déjà dit beaucoup. Mais on est vraiment sur cette espèce de lutte de classe qui commence dès le lycée, voire même dès l'entrée en crèche dans les pays asiatiques. En Corée notamment, mais même en Chine, même au Japon, même voilà. Si vous allez dans telle crèche qui valorise les gamins, qui font... vous serez mieux... Alors vous irez dans une meilleure école primaire, dans un meilleur lycée, dans une meilleure fac, vous aurez plus de cours préparatoires et tout ce qui va avec. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de La Manche Rouge, qui est, je vous le rappelle, un énorme coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2. Et j'ai moins aimé ce tome 3 qui pourtant a des planches qui sont magnifiquement magnifiques. Voilà. Ma maman a regardé le K-drama dont est issu... le webtoon. C'est un webtoon qui se finit en 5 tomes, c'est expliqué dès le départ, et je trouve que dans ce tome 3 ça va très vite, il y a plein de choses qui se passent, et à des moments j'avais du mal à suivre, je me suis un petit peu perdue, je trouve que certaines relations vont un peu rapidement, il se passe beaucoup d'éléments, et je trouvais que dans le premier et dans le second tome, on était un petit peu plus disparates. Ma mère a lu du coup le tome 3, et elle m'a dit non mais en fait Pauline il est très fidèle au drama, et c'est pareil, à un moment dans le drama ça va assez vite, il y a une succession d'actions pour pouvoir entraîner
Ensuite la suite qui est plus posée, qui est plus calme et qui conduit aux éléments finaux. Donc elle m'a dit je comprends que tu l'aies moins aimé, mais tu verras par la suite pourquoi est-ce qu'il est aussi rapide. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, c'est mon préféré. Non, quoique j'ai vraiment adoré aussi le tome 2. Enfin bref, les deux premiers étaient un coup de cœur, c'était un 5 sur 5, c'était un coup de cœur, c'était incroyable. Lui c'est un 4 sur 5. C'est pas une mauvaise lecture, enfin voilà. Il est très beau, je continue de vous conseiller la saga, non mais je suis désolée, c'est très très beau. Je ne sais pas quel speech vous en faire, si ce n'est que cette jeune fille va faire partie de la cour déjà parce qu'elle est plus ou moins soumise à cette pression de faire partie de la cour. C'est quelqu'un qui traduit les textes parce qu'on est au début de ce changement d'air, on est dans l'ère Joseon où en gros on abandonne les caractères chinois pour aller vers le Hangul qui est l'alphabet coréen actuel. Elle fait de la retranscription de textes et notamment de romances pour la belle-mère du roi. Le roi qui a un certain âge et qui la prend plus ou moins sous son aile. Et là on a le dauphin qui est très très dur, qui n'aime pas cette jeune fille parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et on suit cette jeune fille, mais on suit aussi ce qui se passe plus ou moins dans la cour, mais pas du côté aristocratique, vraiment du côté des servantes et de cette jeune femme et des autres jeunes femmes qui servent dans la cour. Donc c'est très intéressant, vous en apprenez un petit peu plus sur l'histoire sans que ce soit trop lourd. Dans le premier tome, il y a toute une partie sur la linguistique qui est hyper intéressante. Et je crois que la seule chose qui me dérange avec ce tome-ci, je suis tombée sur une planche qui était très jolie. Regardez-moi ça. La seule chose qui me dérange un peu avec cette histoire-ci, c'est que le dauphin, donc le jeune homme, il est déjà marié. Et moi, je voulais une romance avec les deux. Mais si jamais romance il y a, ça veut dire qu'il trompera sa femme. Et je sais qu'il y a cette histoire de concubine, un peu comme nous, avec la royauté, où en fait vous avez des favorites, etc. Mais quand même, d'un point de vue moral, ça me dérange un petit peu. Ou alors je me dis elle va mourir sa femme et du coup il pourra être avec elle, ou alors il n'y aura pas du tout de romance entre eux et du coup je suis un peu genre... Voilà, mais ça reste une saga que j'adore, que je vous recommande et juste la beauté de cette couverture vous montre la beauté de l'intérieur et il faut le lire, ok? Il faut lire cette saga, elle est incroyable, je la recommande à tout le monde, les gens qui la lisent aiment, donc laissez-vous tenter. Et vous rendre compte que au mois de juillet j'ai lu énormément de graphiques, c'est quelque chose qui passait le mieux pour moi. Puis comme j'avais été voir Iliana à Annecy et que j'avais craqué pour la librairie des 9 quais spécial manga, j'en avais acheté beaucoup et je voulais les lire, je voulais pas que ça traîne trop longtemps dans ma palle. J'ai aussi été voir mon libraire graphique, il y avait des sorties graphiques qui sortaient, il y avait des parutions graphiques qui sortaient parce que il y avait la Japan... je sais jamais si c'est la Japan Touch, la Japan Expo, bref. Du coup voilà, j'avais acheté pas mal de livres, je voulais faire des aussitôt achetés, aussitôt lus, c'est ce que j'ai fait, donc vous allez avoir beaucoup de graphiques et quelques romans. Et là je vais vous parler d'un roman qui s'appelle La forêt au clair de lune, je vous mettrai la couverture ici, parce que j'ai lu en e-book. C'est un récit japonais, et je vous avoue que quand j'ai lu le speech, ça me paraissait hyper intéressant. C'est quelqu'un qui tient un podcast, qui est passionné par la lune et qui va raconter un petit peu des histoires, des anecdotes qui parlent de la lune et de tout ce qui va avec. Mais on va aussi suivre la vie de personnages qui écoutent ce podcast et dont la vie va changer grâce à l'écoute de ce podcast. En tout cas, c'est le speech que j'avais en tête. Et assez rapidement, je trouvais qu'au début des premières nouvelles, parce que c'est un recueil de nouvelles, enfin c'est plutôt un roman choral, on va dire ça comme ça, même si je trouve que les liens entre certains personnages n'étaient pas aussi évidents que ça. Il y avait ce truc de ok, les 2-3 premières nouvelles tournent quand même pas mal autour du podcast et on voit le changement de vie ou le changement de perception ou les 2-3 trucs un peu métaphoriques slash bouddhistes, parce que bon, il y a quand même ce côté bouddhiste et shintoïsme en Japon qui est revendiqué dans ce bouquin. Je trouvais que les premières nouvelles étaient un peu plus en lien avec tout ça, alors que la suite du bouquin, non pas qu'il soit pas bien ou intéressant, on s'éloigne un peu plus du podcast. Oui, il est mentionné, oui, il est là, oui, les personnages écoutent le podcast, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui change véritablement leur vie. C'est un roman que je trouve malgré tout sympa. On me demande généralement
On me demande assez souvent quel titre commencer pour de la lecture japonaise. C'est quand même très particulier, les romans chorales au Japon, mais je trouve que celui-ci s'inscrit quand même dans quelque chose où vous pourriez aimer en tant que première lecture. C'est pas le premier qui me viendrait en tête quand je pense roman japonais à conseiller, mais je pense qu'il pourrait plaire à quelques personnes parce que La forêt au clair de lune, il est question de lune, on parle d'un podcast où on va parler des astres et de la lune et un petit peu notre médiocrité, j'ai envie de dire, le fait qu'on soit infime par rapport à l'immensité du ciel et de la terre. Donc c'est vrai que c'était sympathique. C'est pas mon roman préféré, ni mon roman japonais préféré, ni mon roman choral japonais préféré, mais c'était sympa, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu plus ou moins rapidement. Donc voilà, je peux pas rentrer dans les détails parce que chaque histoire est différente, c'est une succession d'histoires où des gens sont plus ou moins à une intersection de leur vie. Parfois c'est des gros changements, parfois c'est des changements infimes ou le fait de se rapprocher des personnages, et ce podcast va permettre une petite connexion, un petit déclic, et c'est pour ça que je le trouve quand même intéressant et que je vous le recommande même si ça n'a pas été la lecture de l'année pour moi. Je crois que j'ai mis un 2,5 ou un 3 sur 5. Je vous rappelle que mes notations sont éclatées et que je n'ai pas de critères très précis. C'est vraiment du pur émotionnel, mais voilà, il pourrait faire partie d'une catégorie, d'une sélection de livres que je pourrais vous conseiller. Je commencerai peut-être pas par ça, mais si vous commencez par celui-ci, je pense pas que ça vous déplaira au point de vous rébuter de la littérature japonaise. Vous serez peut-être surpris, mais dans l'ensemble, je pense que ça vous plairait. Ensuite, on retourne dans du graphique. J'ai lu le premier tome de She Wasn't a Guy, qui a été... Alors, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris qu'il y avait une vraie hype par rapport à ce bouquin. Je ne sais pas pourquoi, ça se trouve la mangaka est très connue ou je ne sais pas. C'est du yuri. Le yuri, c'est l'inverse du yaoi. Yaoi, je ne sais jamais comment on dit, je crois qu'on dit yaoi. Le yuri, c'est une romance entre filles. Ce que j'ai aimé dans ce récit-là, c'est que oui, on sent que ça va aller vers une relation entre filles, mais dans le premier tome, on est sur une sorte plutôt d'amitié, de pseudo-complicité qui est en train de se créer, et je trouve ça bien, parce que là où les yaoi, c'est souvent du rentre-dedans, du cul, de la sexualité, et un fantasme un peu bizarre, parce qu'en plus c'est souvent écrit par des femmes par rapport aux hommes gays, je trouvais qu'ici c'était plutôt un bon récit pour montrer que bah non, il y a quand même une phase de séduction et que tu peux être en couple avec une femme sans que ça vire à un truc hyper sexualisé, voire presque pervers. Donc ça j'ai apprécié. Mais j'ai eu un gros problème avec ce livre parce que je ne peux pas vous montrer, je l'ai revendu entre temps, mais les planches sont en vert et en vert fluo. Et je vous avoue que c'était une agression pour mes yeux, et qu'il y avait plein de textes écrits un peu à droite à gauche, et que je connais comment on lit du manga, de droite à gauche, voilà, je connais l'ordre, depuis le temps que je lis des mangas, je connais. Là j'étais perdue à des moments, je ne savais pas quel dialogue ou pensée des personnages il fallait que je lise. Parfois la couleur faisait que je ne voyais même pas le texte, alors que je n'ai pas de problème, je ne suis pas 10, je ne suis pas dyslexique et dysorthographique ou ce genre de choses. Donc vraiment, techniquement, ce livre n'aurait pas dû me poser de problème. Et pourtant, j'ai trouvé qu'à cause de la colorisation, je ne sais toujours pas comment on dit, à cause de ça, j'ai été vraiment gênée dans ma lecture. Ce qui m'arrive jamais ou très très rarement. Là, c'est la première fois où j'étais là. C'est pas qu'il est désagréable ou qu'il est nul, hein, c'est que c'est trop compliqué pour moi à lire parce que j'arrive pas à suivre de partout. Pour vous faire un speech assez rapide, parce qu'en plus j'ai lu il y a un moment, on suit une jeune fille qui travaille chez un disquaire, je crois que c'est son nom qui est disquaire, mais qui a un style un peu androgyne. Et on a une jeune femme qui arrive chez ce disquaire et qui va demander des recommandations, et les deux jeunes filles se rendent compte qu'elles ont des points communs, et que la disquaire recommande très bien la cliente. Le truc c'est que pour la cliente, cette personne androgyne est un homme. Donc elle commence à avoir un petit crush sur cet homme qui en fait est une femme et qui côtoie le même lycée qu'elle. Donc la disquaire qui est androgyne, elle sait qu'elles sont dans le même lycée et elle comprend assez rapidement qu'elle l'a prise pour un homme, mais elle ne va pas revenir dessus et expliquer qu'en fait non, c'est une fille. Donc il y a déjà un quiproquo qui se crée, mais qui n'est pas dérangeant et qui sert l'histoire et qui permet quand même de se rapprocher en mode il peut y avoir une forme de séduction, et je trouve que ça fait très récit plutôt pansexuel de bah tu tombes amoureux ou tu as un crush pour une personne
plus que pour un genre ou un sexe. Et pour ça j'ai bien aimé, j'ai globalement bien aimé l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a une grosse hype autour, et c'est peut-être ça son défaut, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours dessus, même avant qu'il sorte, c'était une sortie très attendue, et je ne comprends toujours pas pourquoi, parce que pour moi ce n'est pas le récit de l'année. Je ne l'ai pas spécialement aimé, et je pense que la couleur joue beaucoup, et le fait que je sois perdue en termes de dialogue et de narration de manière générale. Et j'ai pas complètement aimé ce récit, et je sais que je ne lirai pas la suite. Et je pense que ça va être blasphématoire pour pas mal d'entre vous, mais vraiment, je comprends l'intérêt des gens, mais ça l'a pas complètement fait avec moi, j'ai pas été purement convaincue en fait. Un autre livre que j'ai lu et qui n'est pas une suite, mais qui est une autrice que j'avais déjà lu, je l'avais acheté d'ailleurs quand j'avais été à mon voyage à Annecy, j'étais pas du tout au courant qu'elle avait sorti un livre. Il s'agit Solitude d'une guerrière errante, je vous mets la couverture ici. J'avais beaucoup aimé Solitude d'un autre genre, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est ça. J'avais lu aussi, j'avais essayé de lire sa suite à Solitude d'un autre genre, qui parlait, alors Solitude d'un autre genre, ça parle d'une jeune femme au Japon qui décide de faire appel à une prostituée, à une femme prostituée, pour qu'elle lui enseigne le sexe, et plutôt pour qu'elle se trouve d'un point de vue identitaire. Et ça parlait vraiment aussi un peu plus largement de la société japonaise, assez ambivalente à propos de tout ça, comme je vous le disais un peu plus tôt, une femme à 30 ans elle est considérée comme vieille et plus entre guillemets utilisable parce que plus de difficulté à avoir des enfants, mais il faut avoir une carrière. En fait, il faut faire des études, il faut avoir une carrière, il faut avoir une relation stable, et à 30 ans en fait t'arrêtes de travailler pour t'occuper de ton gosse en tant que femme. C'est en train de changer, en Asie il y a beaucoup de choses qui changent, notamment au Japon, mais c'est jamais assez rapide quand on voit d'autres pays. En sachant qu'en France on est en retard aussi pour toutes ces questions-là. Dans Solitude d'un autre genre ça parlait de ça, dans sa pseudo-suite ça parlait du succès de Solitude d'un autre genre et un peu comment elle devait l'assumer auprès de sa famille. Et je vous avoue que j'avais pas du tout été sensible à ce récit-là, je l'avais abandonné il y a quelques années. Et là je parcours les rayons et je vois Solitude d'une guerrière errante et je me dis mais c'est une autrice que je connais ça. Je prends le livre, je lis la 4e de couverture et je me dis ok c'est fait pour moi. Dans Solitude d'une guerrière errante, on retrouve à nouveau notre héroïne slash mangaka, parce qu'elle ne fait que de l'autobiographie, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi je ne l'ai lu qu'en autobiographie. Et elle va nous parler du fait qu'elle fantasme le mariage, et qu'elle a envie de se marier, mais que elle peut pas se marier avec une femme, et elle sait pas si elle a vraiment envie d'être avec une femme. Oui, elle a une expérience avec une prostituée japonaise, mais est-ce que c'est vraiment son truc? Elle ne sait pas trop, elle ne sait pas si elle est hétéro, mais par contre elle a cette idée du mariage d'elle en robe de mariée, et elle va décider de s'organiser un mariage où elle va s'épouser elle-même. Alors, je ne sais pas si c'est complètement fantasmé, mais les japonais, des fois ils font des trucs un peu what the fuck, donc je me dis c'est peut-être quelque chose qui est possible, et elle va s'interroger sur son identité. Mais encore et toujours, et c'est ce que je reproche à l'autrice, c'est génial, genre vraiment Solitude d'un autre genre, je l'ai adoré à l'époque. Je ne sais pas si je l'aimerais autant maintenant, mais à l'époque je l'avais adoré. Et c'est un super bouquin, et apparemment ça a changé un peu des mentalités au Japon, qui seraient très bien vendues. Vraiment, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, dans toutes les œuvres de cette autrice que j'ai lues, elle nous rabâche qu'elle a écrit Solitude d'un autre genre, elle nous rabâche qu'elle a eu une expérience avec une prostituée japonaise, elle nous rabâche ça, et je trouve que ça n'avance pas dans l'histoire. Moi, quand on me parle de mariage, je suis quelqu'un qui veut me marier. Je suis pan, je veux me marier, enfin je veux me marier. Je ne suis pas contre l'idée du mariage. Si je ne me marie jamais, ce sera pas genre tant pis. C'est pas un accomplissement pour moi dans ma vie. Et je trouve qu'elle va un peu dans cette direction de est-ce que en tant que femme on est défini par notre rang social, ou plutôt notre statut familial, marital, etc. ou est-ce qu'on peut exister autrement? Il y avait quand même des notions et des choses qui étaient intéressantes, mais dans l'ensemble on retombe sur j'ai écrit un bouquin à succès, j'ai eu une relation sexuelle avec une prostituée, j'ai une expérience, parce qu'en plus elle appelle ça une expérience avec une prostituée. Elle est beaucoup là-dessus, et beaucoup trop, et j'étais là mais en fait t'es en train de plomber ton bouquin en nous parlant de la première œuvre que t'as écrite. Et je peux comprendre que son expérience avec une prostituée ça a pu changer sa vision des choses, des gens, etc. Mais est-ce que pour autant tu as besoin de nous le rabâcher en permanence? Et
ça m'a saoulée, genre vraiment à la fin du bouquin j'étais là, ok, je retiens le côté féministe, je retiens le côté de j'ai envie de me marier mais en fait je ne sais pas si j'ai envie d'être définie par un mariage, par une relation hétérosexuelle parce que je ne sais pas trop qui je suis et quel genre, elle doute pas trop de son genre, mais de quelle orientation sexuelle je suis. Je sais même pas si je fais pas partie du spectre de la sexualité. Je n'en sais rien et j'aime le côté questionnement, mais elle, pour moi, à mes yeux, elle faisait beaucoup trop référence à son premier bouquin et cette expérience avec une prostituée. Et je veux bien, t'as eu une expérience avec une prostituée, ça doit être quelque chose d'assez, entre guillemets, incroyable et un peu hors norme, et je comprends ton besoin d'en parler, mais t'as fait un premier bouquin qui fait cette taille, qui en parle, t'as fait un deuxième bouquin qui fait cette taille, qui en parle et qui revient là-dessus, et où t'impliques tous les membres de ta famille par rapport à ça, et là tu nous fais un autre bouquin plus petit, qui parle normalement de solitude et de mariage et de rapport aux applications et à la séduction, etc. Mais tu nous rabâches, encore une fois, ton expérience avec une prostituée. Enfin, j'ai envie de dire, avance. Et vraiment, ça s'appelle Solitude d'une guerrière errante. Et oui, il y a ce côté de... je suis entre guillemets hors norme parce que, oui, avoir une expérience avec une prostituée, en plus en tant que femme, au Japon, c'est pas la chose la plus commune au monde. Mais elle a un rapport qui... Enfin, j'ai trouvé que c'était pas approfondi, ce côté... comment est-ce qu'on se séduit au Japon, quels sont les codes sociaux. Il y avait Louis San il y a quelques mois, peut-être même années, qui avait fait une vidéo là-dessus. Et d'ailleurs en Corée il y a d'autres standards, et comme je m'intéresse un peu plus à la Corée, je connais aussi un peu ces standards, de la façon dont on drague en France, c'est d'une certaine manière, en Angleterre c'en est une autre, en Europe de manière générale c'est comme ça, aux États-Unis c'est comme ça, en Asie c'est comme ça, et au Japon c'est comme ça. Et elle aurait pu plus s'appuyer là-dessus, mais elle l'a pas spécialement fait. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage, parce qu'il y avait plein de choses à dire là-dessus, et elle n'a pas été au-delà de son expérience, et surtout de s'interroger à plein d'autres sujets, en se disant pourquoi est-ce que j'ai tellement envie d'être en couple. Même elle le dit, je ne sais pas. Et il y a un peu ce truc de satisfaire ses parents, mais en même temps elle est assez détachée de ça, et dans son deuxième bouquin, elle expliquait qu'elle se détachait de plus en plus de ça, mais j'ai trouvé assez confus et beaucoup trop auto-centré. Et ok, c'est une autobiographie, mais c'est le troisième bouquin que tu fais sur la même thématique. Et j'ai envie de dire, genre, avance, ou alors donne des éléments pseudo-scientifiques, sociologiques, parce que là, c'était plus possible et ça m'a juste saoulée. Et je lui ai donné une note, je crois que je lui ai donné un 2,5 sur 5, parce que c'était pas mauvais, mais juste j'ai envie que ça bouge, j'ai envie d'en apprendre plus sur l'autrice et de voir qu'en fait elle fait un travail sur elle. Et bah en fait j'ai envie de lui conseiller d'aller faire une thérapie pour qu'elle puisse avancer là-dessus, parce que ça a l'air d'être handicapant pour elle, mais je ne sais pas si elle fait vraiment un travail sur elle-même avec une aide externe, quand même, de devoir dire genre ouais, faudrait peut-être que la mangaka elle fasse un travail sur elle et qu'elle aille se faire suivre par une... enfin qu'elle fasse une thérapie, parce que là c'est trop marquant dans ses livres. Enfin franchement je pensais pas un jour dire ça. Ensuite j'ai lu pour le moment une duologie, mais ce ne sera pas une duologie. J'ai lu Couteau et piment vert de Yuki Izoya, pardon. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. C'est chez le Lézard Noir, et maintenant je commence un peu à connaître les maisons d'édition et les catalogues qui risquent de me plaire. Donc je vous avoue que quand ma libraire graphique m'a dit oh il est pas mal, et qu'elle me l'a vendu parce que je voulais quelque chose d'un peu historique et que je connais un petit peu l'histoire du Japon, j'avais envie de creuser un peu plus sans que ce soit de la pure théorie. Donc là elle me conseille le premier tome, et elle me le vend avec... alors là il y a écrit printemps 1951, donc je peux vous donner une date exacte. Japon post-guerre, Japon qui n'a pas été tant puni que ça pour les atrocités qu'ils ont fait dans le monde. Je trouve que d'autres pays ont été bien plus sévèrement punis. Mais bref, ça c'est un avis complètement subjectif et personnel. Mais Japon d'après-guerre, Japon de tradition très présente, mais les États-Unis ont un peu une mainmise sur le Japon parce que le Japon a perdu la guerre et que les États-Unis essayent de garder un peu le pouvoir sur des pays d'Asie, notamment sur le Japon parce qu'ils ont peur que l'URSS s'en saisisse aussi, il y a aussi de ça. Et il y a ce côté très traditionnel qui est encore présent
à l'heure actuelle, mais ce côté modernité. Donc là vous avez de plus en plus d'Américains qui arrivent, vous avez de plus en plus d'innovations qui arrivent, et en même temps on est dans un Japon d'après-guerre qui a été bombardé, qui a quand même été impacté, qui se reconstruit. On parle pas d'opium là-dedans, mais il y a eu un gros trafic d'opium qui a duré pendant presque un siècle, hein, j'ai l'impression, au Japon. Enfin peut-être même plus que ça, mais je m'y connais pas assez. On parle pas trop de tout ça, mais on sent qu'il y a un climat quand même particulier. Ça fait que 6 ans que la Seconde Guerre mondiale est terminée, le pays se reconstruit, il y a un gros côté traditionnel, mais il y a la modernité apportée par les Américains. Ici, on suit une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui a vu son mari mourir au cours de la Seconde Guerre mondiale, justement, et elle ne s'est pas remariée, elle est veuve, et sa famille a un restaurant qui était très bien noté, qui était très bien, qui fonctionnait très bien à l'époque, et là il commence à moins bien fonctionner, et elle travaille dans un autre restaurant en tant que commis, et c'est une femme dans un milieu d'hommes, parce que la cuisine c'est quand même un milieu d'hommes, ce qui est assez paradoxal, genre la cuisine c'est pour les femmes, mais les cuisines, grand chef c'est un milieu d'hommes. Bref, on va pas refaire le monde, hein, même si c'est en train de changer très doucement. Elle travaille en tant que commis, et en fait le chef est le seul qui lui a donné sa chance. Il a voulu qu'elle fasse ses preuves, et elle a fait ses preuves, et elle peut travailler en tant que commis dans ce restaurant, et elle est plutôt douée, et elle va rencontrer, enfin bref, sa sœur doit se marier, et l'homme qu'elle doit épouser, il fait faux bond, et du coup c'est genre ah bah oui mais moi je refuse, donc la mère de famille, parce que le père est décédé, la mère de famille refuse que, je crois que la plus jeune des sœurs épouse un homme qui n'était pas prévu. Et on dit ah bah pourquoi est-ce que l'aînée qui est veuve en plus de ça, elle épouse pas le cadet. Le cadet a genre 19-20 ans, elle en a 30. Mais c'était intéressant de voir l'inverse qui se produit. Donc déjà, alors techniquement la majorité est à 21 ans, mais il a quand même un certain âge, il a pas genre 14 ans et elle 24 quoi. Et c'était intéressant de voir le fait qu'elle était veuve et que lui est un jeune homme qui est encore aux études, et les deux ont un peu cette situation imposée par la force des choses, et ils sont là, bon bah ok, s'il faut se marier, on va se marier, et elle a ce côté où elle se sent pas légitime à reprendre le restaurant de son père, et c'est une femme, et les femmes n'ont pas le droit, je crois qu'à l'heure actuelle c'est toujours le cas, ou en tout cas ça dépend, je crois que pour les restaurants de sushi, les femmes n'ont toujours pas le droit d'être maîtres sushi, mais qu'autrement elles peuvent avoir un autre type de restaurant, mais pas sushi. Il me semble que c'est ça, mais à prendre avec des pincettes parce que je suis pas sûre à 100%. Mais bref, son nouveau mari, du coup, va l'encourager, va lui dire mais pourquoi est-ce que tu deviens pas chef? T'es très doué dans la cuisine dans laquelle tu travailles, pourquoi tu reprends pas le restaurant de ton père? En sachant qu'à l'époque, le restaurant de son père fonctionnait très bien, et que maintenant, ça commence un peu à battre de l'aile. Et en fait, cet homme va l'aider et va la soutenir pour qu'elle puisse reprendre l'affaire familiale, mais lui a un peu un double intérêt parce qu'il vient d'une famille riche, et que le but de ce mariage, pas pour lui mais pour son père, c'est de récupérer le restaurant et de le détruire pour en faire un hôtel parce qu'il est parfaitement situé, qu'on est dans ce Japon d'après-guerre, il faut reconstruire, il faut qu'on élimine un peu la tradition pour la modernité. Et donc ces deux-là vont se retrouver mariés, vont être ensemble, mais vont garder une certaine distance parce qu'il n'y a pas forcément de sentiments amoureux, même pas du tout de sentiments amoureux. Elle a 30 ans, elle a déjà eu une vie sexuelle, elle a déjà été mariée, elle sait ce que ça signifie, et lui il est assez jeune, il est encore aux études, il est encore un peu perdu, il a une vision un peu idéaliste des choses de par la modernité du pays qui arrive, et elle est un petit peu plus traditionnelle, même si elle a quand même certaines pensées novatrices pour l'époque. Le premier tome est très introductif, j'ai préféré le deuxième pour le coup, et je crois que plus on va avancer dans cette histoire, plus je vais aimer les autres tomes qui sont déjà précommandés d'ailleurs. En tout cas le tome 3 c'est sûr qu'il est précommandé. J'adore suivre leur histoire, le fait qu'on soit pas ciblé sur le couple, enfin pas le couple en tant qu'on se découvre l'un et l'autre, on n'est pas dans un rapport de séduction, c'est plus le côté traditionnel japonais de on se soutient, on est mariés, c'est un mariage arrangé, mais lui il va tout faire pour essayer de la valoriser, et elle va essayer de lui apprendre un peu le sens de la vie, mais de manière très légère, et plus de genre découvre un peu qui tu es, genre t'es jeune, il faut que... Voilà. Et c'est pareil, elle pense qu'il a une amourette avec quelqu'un, donc elle va l'encourager en se disant bah écoute, moi j'ai 30 ans, je suis vieille,
Si tu veux aller voir ailleurs et avoir une maîtresse, j'ai pas de souci avec ça, moi je ne veux pas d'enfant si tu en veux. Il y a plein de questions qui sont évoquées là-dedans et il est question de bouffe. Donc vous pensez bien que Pauline et la nourriture, voilà, la petite brioche. On voit aussi le rapport aux Américains qui est très intéressant. Bon là vous verrez pas grand chose. On voit le rapport aux Américains qui est très intéressant parce que les Américains se prennent un peu pour les rois du pétrole et se croient dans leur pays, peu importe où qu'ils aillent vivre en fait, où qu'ils aillent en voyage, vraiment ils se prennent pour les rois du monde. Il y a des recettes qui sont évoquées, souvent à base de viande ou de poisson, donc personnellement je ne les ai pas notées, mais voilà, c'est une petite saga qui n'est pas un coup de cœur pour le moment, mais qui pourrait le devenir avec le temps. Je pense que si les tomes continuent de se bonifier comme ça, on va être sur un coup de cœur. Je vous avoue que le réveil à 3h30 commence à piquer, donc je m'excuse, je tiens à m'excuser par avance si mes avis sont un peu plus brefs, surtout qu'ils sont... Je crois qu'il me reste encore une dizaine de bouquins à vous présenter. Et on va être sur des très bonnes lectures, et vous savez que j'ai du mal à parler des très bonnes lectures. Mais il faut que je vous parle de Song, que je prononce sûrement très mal, écrit par Ayan et de Pauline Guiton. J'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin au point où j'ai fait « Maman, il faut que tu le lises ». Et ma mère l'a lu et l'a adoré. Comme quand ma mère je lui ai fait lire Mong et qu'elle a adoré. Ici on suit l'histoire de Ayan. Je suis désolée, je dois écorcher son nom, mais en gros de l'autrice, qui va parler à sa mère un peu de quelle vie est-ce qu'elle a menée, qu'est-ce qui l'a conduit à arriver en France, et un petit peu tout ça, en sachant que sa mère est une réalisatrice très connue et assez plébiscitée dans le monde, je crois en Asie mais même dans le monde. Et sa mère va lui parler de son enfance et va retracer son enfance. Pauline Guiton est aussi conviée parce que les deux jeunes femmes se connaissent depuis très longtemps. Et enfin très longtemps, elles se connaissent depuis un moment et elles ont décidé de faire un PVT pendant un an au Vietnam, donc un peu sur les traces de l'autrice, et elles vont avoir le récit de la mère de la dessinatrice. J'ai vraiment trop peur d'écorcher son nom et d'être insultante. Vraiment, je suis désolée, je dirais Ayan. Peut-être que ça se prononce pas du tout comme ça. Si jamais vous êtes vietnamien ou que vous parlez le vietnamien, dites-moi comment on prononce ce nom. Comme Song, je sais que ça ne se prononce pas Song. Peut-être que ça se dit Sang, je ne sais pas du tout, mais je parle pas du tout le vietnamien, je n'y connais rien. Bref, elle retrouve du coup cette mère de famille qui va parler de sa vie, de comment est-ce qu'elle a décidé de fuir sa maison pour retrouver son père, parce que je crois que sa mère s'était remariée et que ça se passait pas très bien. Et son père vit dans une sorte de marécage, enfin, il vit vraiment... c'est compliqué l'histoire du Vietnam et je le connais pas assez pour vous faire un petit récit historique. C'est pas un pays, c'est un pays qui m'intéresse, mais c'est pas le pays sur lequel je connais plus de choses. J'ai pas mal de livres à lire là-dessus justement pour bien connaître la situation du pays. Mais en gros, son père n'est pas recherché, mais il y a quand même une guerre qui se met en place. Et sa fille décide de le rejoindre. Ça fait des années qu'elle n'a pas vu son père. Voilà, c'est le premier câlin qu'elle a avec son père, le premier contact qu'elle a avec son père. Son père qui est réalisateur et son père qui fait que changer d'emplacement parce que ils se font bombarder. Et ils vivent, alors je vous ai dit, dans des espèces de marécages, mais ils vivent un peu partout à la fois, entre des rizières, entre des marécages, entre plein d'endroits différents. Et ils filment aussi des images de guerre, de qu'est-ce qui se passe, etc. Ils vont par la suite être projetés ailleurs et ils vivent un peu complètement en tant que nomades. Et donc la mère de l'autrice, de l'héroïne, quelque part, a eu cette vie-là d'aller de partout et de se passionner pour le cinéma. Et on va suivre un petit peu cette guerre du Vietnam. Je mets toujours des gros guillemets parce qu'en fait au Vietnam on appelle ça la guerre d'Amérique. Elle va vivre ça du point de vue de quelqu'un qui est nomade et qui vit à la campagne et qui change d'emplacement. Et là par exemple ils expliquent comment est-ce qu'ils font du feu sans que ce soit perceptible par les avions. Donc en fait la source de chaleur est diffuse ailleurs et donc même s'il y a un avion qui passe, ils seront assez loin du campement. Et c'est vraiment un mode de survie très particulier. Et surtout l'autrice va comprendre un petit peu plus sa mère et sa relation
parce qu'elle a une relation assez complexe avec sa mère. Alors c'est pas la première fois que je parle de relations complexes mère-fille dans des familles asiatiques, mais ici on a entre guillemets une explication de sa mère a vécu un peu, enfin, même complètement reclus quand elle était adolescente slash jeune adulte. Elle s'est passionnée pour le cinéma et la réalisation grâce à son père et ce contexte historique assez particulier. Et sa mère a toujours été très indépendante, où elle a fait sa vie, elle a décidé de privilégier sa carrière. Je ne sais pas si sa fille en a complètement souffert, parce qu'elle n'en parle, bah, elles en parlent un peu à demi-mot, où sa propre mère ne la comprend pas. Il y a un passage où l'autrice explique qu'elle a voulu se faire tatouer. Sa mère était complètement contre, elle était là, non, ton corps il est fait comme ça, ton corps il m'appartient, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Et finalement, quand l'autrice se fait tatouer, sa mère décide de se faire le même tatouage. Parce qu'en fait, genre, tout ce qui est à toi et à moi. Et j'étais là, ok, et culturellement, je me dis en fait, c'est pas si con que ça. Alors, je n'approuverais pas du tout que ma mère ait les mêmes tatouages que moi, mais j'ai compris quelque part cette idée-là. Et on suit aussi le complexe de l'autrice qui a cette mère qui est très indépendante et elle en apprend un peu plus sur elle et elle comprend le côté survie qu'elle a vécu et en même temps sa mère ne paraît pas complètement traumatisée par la vie qu'elle a eue. Et je l'ai trouvé vraiment exceptionnel et je vous le vends très très mal parce que je l'ai lu il y a un moment et il se passe plein de choses. En plus, à un moment donné, on est dans l'ère du confinement et c'est compliqué pour elle d'aller voir sa mère. Et il y a un jeu passé-présent qui est très intéressant. On voit aussi Pauline, l'illustratrice, qui est présente et qui essaye de retransmettre au mieux par les dessins cette vie un peu incroyable de cette femme, de la mère de son amie, qui a un côté quand même très détaché. Et pareil, elle n'a pas du tout le même rapport au porc. Elle n'a pas du tout le même rapport avec son père et c'est pas une vie asiatique classique, enfin c'est pas une vie classique en soi, de même que sa mère a décidé de retourner vivre au Vietnam alors qu'elle a vécu des années en France et que l'autrice a vécu en France et il y a plein de questions qui sont évoquées et je trouve que ça relate bien une partie de l'histoire du Vietnam, de la relation mère-fille, de ce côté vraiment nomade et de survie et vraiment c'était très très bien fait, je l'ai adoré alors que vraiment je connais très peu de choses sur le Vietnam en comparaison de tout ce qui s'est passé d'un point de vue historique au Vietnam. Et même ma mère qui n'y connaît vraiment absolument rien, elle a adoré cette histoire. Donc même si j'en parle excessivement mal, je vous recommande à 10 000% ce livre, qui n'a pas été complètement un coup de cœur je crois, mais en vous parlant je me dis mais si Pauline, c'était un coup de cœur. Ensuite j'ai lu Le printemps de Sakura de Marie Giaffredo. Qui m'a été conseillée par ma libraire graphique parce que je lui ai dit que je voulais des choses qui parlaient du Japon et un peu le côté traditionnel et tout ça. Il m'a beaucoup fait penser au roman On ne dit pas Sayonara. J'oublie toujours le nom de l'auteur, c'est Antonio Carmona, je crois. Faudrait peut-être que je change de lunettes parce que je vois pas grand chose. Il me faisait beaucoup penser à celui-ci, j'ai presque pensé que c'était une adaptation. Et après, en parlant à la libraire, elle me dit non, pas du tout. Ici on suit une jeune fille dont la maman est décédée et le père décide d'emmener sa fille au Japon pour retrouver un peu les traces de sa mère et un peu la culture de sa mère et revoir sa grand-mère et elles vont passer du temps ensemble, donc la petite fille et la grand-mère et elle va découvrir la vie à la japonaise, surtout à la campagne parce qu'il me semble que ça se passe à la campagne. Et elle va se découvrir et même si elle parle pas beaucoup le japonais, elle va en apprendre plus sur elle va se lier d'amitié, elle va devenir finalement une autre fille et elle va découvrir un peu comment vivait sa mère et tout ce qui est question là-dedans et c'était un très joli livre, déjà par son visuel, je trouve qu'il est très beau, voilà, c'est un livre que j'ai décidé de garder, d'ailleurs il y a beaucoup de livres que je vous ai présentés que j'ai décidé de garder, clairement tous ceux que vous avez vus en papier, je les garde. Je l'ai trouvé très jolie. L'histoire était très touchante. À un moment, j'ai eu les larmes aux yeux, mais je n'ai pas pleuré. En termes de livres, même si ça ne se compare pas, j'ai préféré le roman On ne dit pas Sayonara. Mais celui-ci m'a touchée d'une autre manière. Après, quand il est question d'une petite fille et de sa grand-mère, ça me touche beaucoup parce que ça me fait penser à ma propre vie.
même si ma mère n'est pas décédée et que je m'entends très bien avec ma maman. Voilà, ça m'évoque ça et ça m'a vraiment beaucoup touchée comme récit. Et ça reste un petit roman graphique slash BD, donc j'ai du mal à trop m'étendre parce que je veux vous inviter à découvrir ce roman, ce livre par vous-même. De même que pour le prochain que je vais vous présenter, je vais être assez brève parce que pareil, j'ai envie que vous le découvriez par vous-même et ces deux-ci, je sais que vous les trouverez rapidement et très facilement en occasion. Il s'agit de Ama, le souffle des femmes. Quand j'ai parlé de bouquins historiques à ma graphiste, à ma libraire graphique, elle m'a dit ah bah vous devez connaître Ama. Je la regarde, je fais non. Alors dans ma tête c'était un bouquin, pourtant c'est bien du japonais, hein. Enfin bref, c'est aussi écrit en critères chinois, mais bref. Je savais que c'était un bouquin japonais, mais je l'ai tout de suite associé aux plongeuses de Jeju. Et vous savez mon amour pour Jeju. J'adore la couleur qui est choisie, où tout est en bleu et en espèce de beige blanc cassé, presque grisé à des moments. Ici on suit, alors je ne savais pas du tout que ça avait aussi existé au Japon, même si ça paraît un peu logique maintenant que j'y pense, de plongeuses, de femmes très indépendantes qui décident de plonger. Alors c'est pas aussi profond il me semble que les plongeuses de Jeju qui vont très profond et qui voilà, mais on est un peu sur ce côté matriarcal de femmes qui vont travailler pour subvenir aux besoins de leur famille et il y a un côté très... on est solidaires les unes avec les autres, c'est un peu nous face au monde et on suit cette jeune femme. Voilà, j'espère ne pas être censurée parce qu'il y a des seins. En même temps au début de la vidéo je vous ai montré ma superbe tasse boobs, donc bon. On suit le récit d'une jeune fille qui est envoyée par sa mère chez sa tante, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus pour quelle raison. Elle va du coup découvrir cette culture et elle va apprendre assez rapidement qu'il faut qu'elle soit à moitié nue pour aller plonger. Et elle n'est pas forcément à l'aise avec la nudité et avec son corps, et là s'il faut que je le fasse, je le fais, mais elle est très gênée. C'est un peu, alors je n'ai jamais fait de naturisme, mais c'est un peu comme si tu arrivais sur une plage naturiste, au début tu dois être un peu genre, ok, tout le monde est dans la même tenue, mais il faut quand même avoir confiance en soi et en son corps, quoi. Ou en tout cas en avoir rien à foutre du regard des gens. Donc il y a déjà ce premier rapport là qui est expliqué. Et ensuite on voit très vite, cette photo est assez marquante. Mais on voit très vite une amitié, une complicité en tout cas qui se crée entre la tante et sa nièce. Et ensuite la liberté dont fait preuve la nièce, où elle va vraiment découvrir ce métier de plongeuse, cette passion-là, et le fait de ne faire qu'un avec la nature et avec la mer. Par la suite elle va rencontrer un jeune homme et il va y avoir... une romance assez légère, assez en toile de fond, ce sera pas la majeure partie des choses, mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce rapport-là au corps, au fait que oui, ok, on voit des seins, mais les seins ne sont pas sexualisés, c'est juste un mec torse nu, on dit pas ah, on voit ses tétons, là où une femme on va lui faire la remarque. Ça se passe dans un Japon des années 1960, donc c'est pas le même contexte, je crois que même ça se passe un peu avant. Ah non, fin des années 60, donc non, on reste dans les années 60. Mais il y a ce côté, c'est nous qui allons subvenir aux besoins de la famille, c'est nous qui allons pêcher, c'est comme ça, c'est un peu un truc traditionnel et... Enfin, c'est vraiment pas une question qui est évoquée, c'est juste c'est comme ça. Et j'ai adoré ce naturel-là et le fait qu'elle est envoyée chez sa tante pour une certaine raison et qu'elle va vouloir se livrer à sa tante. Mais ça va prendre du temps et sa tante n'est pas du tout dans cette quête, elle est juste dans le sens de libère-toi et viens plonger avec nous et tu verras, ça va bien se passer. Ça me fait penser au drama, qui est un drama coréen qui s'appelle Retour à Sandalri, que je vous conseille même si je ne l'ai pas fini, il reste quand même exceptionnel. Mais il y a ce truc de... après c'est sur des plongeuses de Jeju, c'est un peu différent encore, mais il y a ce côté vraiment très... être connecté à son corps, ne pas trop regarder le regard des autres et pas être dans ce jugement là, de juste être dans profiter de l'instant et tu fais ton travail et on s'en fout un peu de qui va penser quoi de toi. Tu es là pour travailler et ton corps c'est juste une enveloppe. Et j'adore cette idée de le corps c'est qu'une enveloppe. Ce qui compte, ce qu'il y a à l'intérieur. Et vraiment je vous le recommande parce que
Je l'ai vraiment bien aimé lui aussi. Je vais vous parler de deux abandons, un qui est définitif et un autre où... Voilà. Déjà je vais vous parler du Gardien des Souvenirs que j'avais acheté il y a un moment et que j'ai lu finalement en e-book, une copine me l'a prêté. Et je n'ai pas du tout aimé ma lecture. J'adore les romans japonais, vous le savez, j'aime certains styles, certains genres, enfin certaines spécificités des romans japonais. Et j'aime beaucoup les romans japonais qui sont traduits par Nami. Je les trouve vraiment bons, j'aime ce qu'ils dégagent, voilà. Donc quand j'ai vu Le Gardien des Souvenirs, je lis la 4ème de couverture, je me dis ça va me plaire, c'est fait pour moi. En réalité, pas tellement. Le principe est assez sympathique puisque en fait le principe était sympa mais l'histoire ou les histoires, parce que je crois qu'on suit 3 ou 4 histoires, moi je me suis arrêtée à partir de la 2ème, je crois qu'on en suit 3. Le principe est sympa, c'est vous mourrez et vous arrivez dans un espèce de studio photo et vous avez un homme assez mystérieux qui vous dit bah voilà vous avez vécu tant d'années. Donc pour la première histoire la personne elle a vécu je crois 100 ans. Voilà, elle a 90 ans, enfin bref, c'est une personne âgée. Et elle dit, bah en fait, vous avez le droit de choisir 90 photos, mais qu'une par année. Donc celle pour un an, machin, etc. Et elle va choisir les photos, il y a une sorte de kaléidoscope qui va défiler, et elle va compter sa vie et expliquer ce qu'elle a fait dans sa vie, et, pour voir un peu, pas forcément les regrets et les remords qu'elle a, mais plutôt pour se rappeler des bons souvenirs et pour voir tout ce qu'elle a pu faire de bien. Et le principe était sympa, sauf que je suis l'histoire de cette femme qui a peut-être un destin extraordinaire, je ne sais pas. Je pense que beaucoup l'ont vu comme ça, mais moi j'ai trouvé que c'était un peu too much. On a l'impression qu'elle a tout réussi, qu'elle a tout fait, alors qu'en plus c'était une femme à une époque où les femmes n'étaient pas si émancipées que ça au Japon, et c'est toujours pas tellement le cas. Mais bref, on voit que toute son existence a été tournée vers les autres, et moi je m'attendais à avoir un truc... presque un conte philosophique en fait, vraiment en mode pur roman japonais, de tranches de vie, de ok on va se concentrer un peu sur cette partie là de sa vie, puis sur celle-ci, puis sur celle-là. Et en fait non, on reste très focalisé, alors c'était une ancienne enseignante, et on voit ô combien elle a lutté pour un peu les droits sociaux, on va dire ça comme ça. Mais on voit légèrement le côté fantastique de la chose. On voit les kaléidoscopes, ça c'est très présent, mais bah pas tellement les images qui sont associées à tout ça. Et enfin en tout cas moi après la lecture de la première histoire, je me suis juste dit ok, c'est une femme qui toute sa vie, elle l'a consacrée aux autres et jamais vraiment à elle-même, parce que elle-même s'était donnée de soi. Et ça aurait pu être mignon, mais moi j'ai pas été très sensible à ça. Et je commence la 2ème histoire et là on est sur, je crois un yakuza, en tout cas quelqu'un qui se fait tuer de manière assez violente. Et on voit qu'il y a tout un procédé un peu particulier quand les gens meurent de mort pas naturelle, quand les gens meurent de suicide ou de meurtre, c'est un dossier un peu particulier. Je pense qu'il y avait du potentiel à cette histoire, mais vraiment, de lire une centaine, enfin pas une centaine de pages, mais genre 80 pages, 90 pages sur une mamie et sur tout ce qu'elle a fait de sa vie, qui ne m'a pas intéressée. Vraiment, je n'étais pas intéressée par son passé et par les œuvres qu'elle avait fait. Je me suis ennuyée, je n'ai pas trouvé d'intérêt. Et je sais qu'il va plaire ce récit, c'est pour ça aussi que je me permets de vous en parler. Mais moi j'ai pas du tout été sensible à ça, pourtant c'était un livre que j'avais vraiment hâte de lire et que j'avais fait exprès de garder. Et arrivé bah ouais, à la première histoire sur la 3ème, je me suis dit bah on va voir ce que donne la 2ème. La 2ème, quand j'ai vu qu'on était sur le truc de Yakuza, j'ai fait c'est quoi? Non. Le personnage me paraît antipathique au possible et j'ai pas envie d'en apprendre plus sur sa vie. Peut-être que sa vie était extraordinaire, qu'il avait fait plein de choses et que ça aurait pu m'intéresser, mais j'étais pas intéressée. J'avais pas envie. Du coup, je ne l'ai même pas mis en pause, je me suis dit, bah en fait, je l'abandonne. Et oui, je compte mes abandons comme des livres lus, parce que si je lis 10 pages et que je ferme le livre, non. Parce que pour moi, c'est même pas un abandon, c'est juste ça ne l'a pas fait. Enfin, genre, juste ça ne me plaît pas. Par contre, quand je m'investis dans ma lecture, que je lis un peu plus et que j'arrive à vous en dégager un résumé, je comptabilise ça dans mes livres lus parce que c'est juste que j'ai commencé à le lire et ça ne m'a pas plu. Et puisque je peux déjà vous donner un retour honnête sur le bouquin, je trouve ça important de me dire, bah en fait si je l'ai lu ce bouquin, je l'ai abandonné mais je l'ai pas abandonné au bout de 30 pages. J'ai lu une bonne centaine de pages du livre et ça ne m'a pas intéressé. De même que j'ai lu un autre bouquin que j'avais commencé, je crois même en mai, hein, ça faisait un moment que je l'avais commencé.
c'est Idols, je ne me souviens plus du nom de l'autrice, je crois que c'est Laura Chen, mais j'ai un gros doute sur le nom de l'autrice, donc ne retenez pas ça, de toute façon il y aura la couverture à l'écran. Moi on me l'a vendu, la 4e de couverture me le vendait comme on va parler d'idol, on va parler d'entraînement. Alors si vous ne connaissez pas du tout le monde des K-pop, les idols ce sont les membres de K-pop qui ont démarré, c'est-à-dire qui sont connus, ou en tout cas qui ont débuté leur carrière. Et avant de débuter leur carrière, ils sont des trainees, donc c'est-à-dire des jeunes, souvent des jeunes, hein, c'est même tout le temps des jeunes, qui sont conditionnés pour devenir des stars de la K-pop. Sauf que c'est un milieu très compliqué et très sévère, où vous avez un planning très chargé, où vous avez un régime alimentaire particulier, où vous devez enchaîner cours de japonais comme des cours de bienséance, comme des cours de chant, de danse, et voilà, c'est très structuré. Quand vous avez 13 ans et que vous passez 5 ans dans ces trucs, vous pouvez dire, bah écoute, 18 ans c'est bon, je vais pouvoir commencer ma carrière. Non, il y a des idols, il y a des gens qui passent 10 ans dans un entertainment, qui passent 10 ans à être des trainees, et qui ne sont jamais sélectionnés pour faire partie d'un groupe. Sachez-le. Ça c'était pour le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde de la K-pop. Là on suit... Enfin, le speech de base, c'était 3 jeunes filles qui ont eu la chance de faire partie d'un groupe de K-pop qui a en plus de ça bien fonctionné, sauf qu'elles ont décidé d'arrêter ou leur carrière s'est essoufflée et voilà. L'une des 3 est tombée dans la dépression, voire même troubles psychiatriques assez sévères. Et alors la chirurgie est très répandue en Corée, c'est un fait. Encore plus avec les idols où il y a beaucoup de rhinoplastie, on peut complètement vous creuser le visage. Il y a quelque chose qui est beaucoup pratiqué, c'est la double paupière, parce que nous en tant qu'occidentaux nous avons la double paupière là où c'est pas le cas dans les pays asiatiques, enfin, en tout cas pas en Corée. Bref, il y a quand même la chirurgie esthétique qui est plus ou moins dite pour les idols et les acteurs, mais on sait que ça se fait. Et cette jeune fille qui était, je crois d'ailleurs la plus jeune du groupe, je crois qu'elle s'appelait Mina. J'ai un petit doute entre est-ce que c'est l'héroïne qui s'appelle Mina ou est-ce que c'est la jeune fille. Et bref, elle va se faire de la chirurgie esthétique à l'extrême, au point où l'une des membres de son groupe ne va plus la reconnaître. Ça fait quelques années qu'elles ne sont plus connues, mais là c'est vraiment, elle la reconnaît pas. Et cette jeune fille va se suicider. 2 années passent et elles étaient 3 filles, donc une qui s'est suicidée, il en reste 2. Et il y en a une qui décide de se relancer dans l'univers de la K-pop. On se trouve pas du tout en Corée du Sud, par contre on se trouve aux États-Unis. Ce que j'ai trouvé intéressant, et en même temps j'ai trouvé ça dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir l'avis de la Corée là-dessus, parce que c'est pas la même mentalité qu'aux États-Unis. Et bref, on a l'une des jeunes filles qui décide de se relancer dans le monde de la K-pop, donc qui repasse des castings et qui est sélectionnée pour être à nouveau une trainee, donc qui va de nouveau devoir s'entraîner pour faire partie d'un girls band. Son acolyte, plus ou moins, le deuxième membre de ce groupe qui est encore en vie, apprend ça et elle se dit bah moi j'ai besoin de connaître la vérité sur la mort du 3e membre du groupe, sur notre amie, et je vais décider de faire pareil qu'elle et de me faire sélectionner pour faire aussi partie de ce girls band. J'ai un peu tordu comme idée, mais tu dis bon à la limite il doit y avoir des secrets, des choses qui sont cachées, ok, elle veut faire ça. Donc elle décide de faire ça et elle décide d'intégrer du coup un centre pour pouvoir devenir un membre de K-pop, et on regarde, enfin on suit la rivalité entre les jeunes filles et en même temps la cohésion. Et il y a surtout un élément qui m'a beaucoup perturbée, c'est que la jeune fille qui est décédée, elle réapparaît plus ou moins comme un fantôme. La culture des fantômes en Asie c'est très présent, c'est-à-dire que les fantômes, voilà, il y a des esprits de partout, il y a des fantômes, c'est un peu... ça fait partie de leur croyance. Et je ne juge pas ça, mais je pensais lire un truc, alors, à tort, hein, parce que quand je vois la couverture avec du sang, je me dis bah Pauline, comment t'as pu croire que c'était vraiment un livre young adult sur de la K-pop? Mais je pensais lire à tort un bouquin qui parlait de K-pop et qui allait parler de K-pop, de jusqu'où va ce milieu-là, cette industrie qui engendre des suicides, qui mettent de la pression souvent sur des jeunes gens. Enfin, il y a des gens qui ont commencé dans la K-pop, ils avaient 13-14 ans. Comment à 13-14 ans, alors que t'es en pleine construction, tu peux être exposé au public
en ayant été conditionnée avant, ça pose plein de questions. En tout cas, en tant que française, en tant qu'occidentale, ça me pose plein de questions, ça m'interroge. Je pensais qu'on allait être là-dessus et en fait, vous avez cette espèce de fantôme. Vous avez beaucoup de rivalité. On est bien sûr avec un groupe de jeunes femmes qui s'entraînent, donc vous avez cette compétition entre femmes. Et l'absence de sororité m'a aussi dérangée. Et on était vraiment sur un thriller et j'aimais pas trop ça. Et j'avais besoin de le lire quand j'étais en visio avec Iliana. C'était vraiment un besoin. Et pendant un temps, on a moins lu en visio et j'étais arrivée à 200 pages, donc à la moitié du bouquin. Et je me suis dit, mais en fait, je ne prends pas de plaisir à lire ce livre. Enfin, je prends du plaisir à lire ce livre, mais je n'arrive pas à y retourner. Que je sois seule ou même accompagnée, parce qu'avec Iliana, après on a fait d'autres sessions lecture, j'arrivais pas à y retourner, donc je me suis dit ouais, je le mets en pause, je vais le reprendre, je vais le reprendre, je vais le reprendre, et en fait je ne l'ai jamais repris. Entre temps, je l'ai mis en vente et ça a fait un ou une heureuse, j'espère, mais enfin, je suis pas rentrée dedans, j'ai pas aimé, c'est pas ce à quoi je m'attendais et ça m'a que cette vidéo est interminable quand je l'ai commencé alors qu'il faisait nuit noire et que là le jour commence à se lever. Bref, je vais être assez rapide sur certains livres parce que y a des séries de manga et là on va être sur aussi du webtoon. J'ai lu le tome 4 de Itaewon Class, c'est complètement fidèle au K-drama que j'ai regardé il y a un moment de ça, je l'aime toujours autant, c'est complètement... Enfin c'est l'adaptation la plus parfaite qui existe parce que je retrouve dans le webtoon tout ce que j'ai vu dans le drama. Donc c'était déjà un webtoon avant d'être un drama, mais voilà, je l'ai aimé comme j'ai aimé tous les titres précédents, je retrouve exactement ça. À chaque fois que je le lis, je me dis qu'il faut que je regarde le drama, mais je refuse de regarder le drama à nouveau tant que j'aurai pas fini la série de webtoon. C'est un coup de cœur, je ne comprends pas que vous n'ayez pas regardé le drama encore, je ne comprends pas que vous n'ayez pas lu le webtoon. Voilà, gros coup de cœur, ça ne change pas. Un autre webtoon qui est sorti il y a très peu de temps, que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé. Et ma mère m'a appris que c'était un drama. Et le pire, c'est que ma mère en partage le même compte Viki et j'arrête pas de voir qu'elle le regarde en boucle. Il s'agit du mariage interdit. Ici, on suit un roi qui a été marié et sa femme est décédée. Et suite à ça, il décide que dans son royaume, pendant 7 ans, personne ne se mariera. C'est un peu la punition du peuple parce que lui, il est malheureux et il estime que tout le monde devrait l'être. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Et on va suivre cette jeune femme qui est plus ou moins chamane, plutôt arnaqueuse, avec son père ou son oncle, je ne sais plus. Enfin bref. Ça fait 7 ans du coup que les mariages sont interdits. Non, c'est pas pendant 7 ans, je crois que c'est depuis 7 ans que c'est interdit. Il y a quand même des choses qui se passent, des petits flirts, mais du coup c'est interdit, c'est complètement réprimé, etc. Et cette jeune femme est une chamane, et elle arnaque les gens, elle leur promet de l'amour parce qu'il y a quand même ce truc transgressif de en fait les gens vont pas... Enfin, il y a besoin de faire des enfants, il y a besoin d'avoir une hausse de la natalité, et les gens ont envie de se draguer, de tomber amoureux tout simplement. Et cette jeune femme est une chamane un peu arnaqueuse, et un jour elle va tomber sur le roi. Je vous laisse découvrir comment. Et pour s'en sortir, elle va faire croire qu'elle est possédée par la reine et que, en gros, il faut qu'elle... Enfin, en gros, il faut qu'elle... pas qu'elle reste aux côtés du roi, mais en tout cas qu'il recommence à manger, qu'il recommence à vivre et qu'il arrête cette loi qui interdise le mariage parce que c'est pas ce qu'elle voudrait, etc. Et lui, puisqu'elle incarne sa femme et qu'il est tellement désespéré et en dépression totale, il va décider de la croire et de la garder auprès de lui. C'est un truc un peu loufoque quand je vous le raconte, mais je vous assure que c'est bien raconté. Donc là vous avez 2-3 images, là c'est vers la fin, c'est pas le plus beau drama, enfin les plus beaux pardon webtoons que j'ai pu voir de ma vie, en sachant qu'il y a un peu une double histoire puisque l'un des gardes, le garde le plus proche du roi, il a l'air de connaître cette jeune fille. Voilà, bon là elle est enfermée, il y a le machin, mais c'est sympa comme dessin, mais c'est pas les meilleurs dessins que j'ai vus. Si je dois vous recommander un webtoon, je continuerai de vous recommander... Regardez-moi la bouffe. Je continuerai de vous recommander Itaewon Class, c'est une évidence, mais plutôt La Manche Rouge pour tout ce qui est historique. N'empêche que Mariage Interdit, j'ai beaucoup aimé, je l'ai gardé, et je lirai la suite avec plaisir. Mais pour le coup, je pense que quand j'aurai... Enfin, parce qu'en ce moment, j'arrive pas du tout à suivre les dramas, je m'endors à chaque fois que je lis les sous-titres. Et comme je ne comprends et ne parle toujours pas le coréen, on est bloqué les amis.
Mais je pense que c'est un drama que je regarderai même si le webtoon n'est pas fini d'être publié. D'ailleurs je sais pas en combien de tomes, je sais pas combien de tomes il est censé faire, mais très sympa, ça passe bien, c'est léger et c'est tout ce qu'il faut de fraîcheur et de... Franchement vraiment bien aimé. Ensuite j'ai lu un manga qui est beaucoup moins joyeux. C'est en deux tomes donc c'est pas mal. Je pense le revendre par contre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier mais beaucoup moins le deuxième. Ici, on suit l'histoire d'un jeune homme qui vient sur le cap, enfin au cap de la mort. C'est une falaise connue pour se suicider. Je crois que d'ailleurs cette falaise existe réellement. Je sais qu'il y a la forêt des suicidés, mais il me semble qu'il y a aussi ce côté falaise qui existe. Sauf que pas très loin, il y a une auberge et il va se retrouver à aller... Je crois que c'est un homme, hein. Non, c'est une jeune femme. C'est bien ce qui me semblait, c'est une jeune femme qui veut se suicider. Bref, en gros, dans cette auberge de la vie, ils accueillent les gens qui arrivaient vers cette falaise et qui voulaient se suicider, et ils vont les accueillir pendant quelques temps, leur donner à manger. Les gens vont se livrer sur leur vie et ils vont se rendre compte que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est à peu près ça le speech. Il y a des histoires en parallèle, pourquoi cette auberge, pourquoi cette femme aussi énigmatique, comment est-ce que tous ces gens en sont arrivés à travailler dans cette auberge, etc. J'aimais beaucoup le premier tome, je me suis acheté le deuxième tome qui est, je ne sais pas si vous verrez, mais nettement plus gros. Et on part sur des explications de la vie de cette jeune femme, qui n'est plus tout à fait jeune d'ailleurs, et on part sur quelque chose de... peut-être pas plus sombre, mais plus explicatif. On suit encore quelques histoires de gens qui veulent se suicider, mais je trouve qu'on part presque parfois dans quelque chose de grotesque, de un peu trop ubuesque, un peu trop gros, et j'étais moins sensible au tome 2. Mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup aimé le tome 1, et on parle pas assez du suicide, et au Japon c'est quand même assez commun. Faut savoir qu'en Corée, les 18-25 ans, c'est la première cause de mortalité, c'est le suicide. Et c'est le taux le plus haut au monde, donc ça veut dire que quand même il y a une grosse pression mise sur les jeunes. Au Japon, je pense pas que ce soit dans les premiers, mais ils sont pas très loin derrière non plus. Donc je trouve ça intéressant, plein de thématiques qui sont abordées. J'aime bien la complicité qu'il y a entre certains membres du personnel, mais à des moments j'aurais voulu qu'on approfondisse ça, et on n'a pas été complètement au bout de ça, et j'ai été un peu déçue par rapport à ça. De même qu'il y a un élément où il y a un personnage qui intervient, pas trouver son... Enfin, elle a une utilité parce que ça fait basculer l'histoire, mais je l'ai pas trouvée intéressante, j'ai pas trouvé que ce revirement était utile, et tout ce que j'aimais du premier tome, je trouve que je l'ai perdu dans le deuxième. Donc j'ai un rapport un peu compliqué à cette saga où le premier tome vraiment je l'ai beaucoup aimé, le deuxième beaucoup moins. Du coup je suis un peu dans ce truc de est-ce que je garde la saga, est-ce que je la revends, est-ce que j'aimerais pas le conseiller dans quelques temps pour dire écoute, si tu veux entendre parler du suicide sans que ce soit trash, etc., lis ça. Voilà, j'ai un peu un rapport compliqué à cette saga parce que deux salles, deux ambiances. Et vraiment, il n'y avait pas besoin qu'il soit aussi gros, les gars. Je vous assure que le point lecture touche bientôt à sa fin, puisqu'il me reste 6 livres à vous parler, mais ça regroupe 2 sagas. Donc on va être assez rapide là-dessus. Je me suis acheté Studio Cabano parce que j'ai vu une fille... Cabana, pardon. Cabana Studio Cabana. J'ai toujours du mal avec le titre. J'ai vu une fille qui en parlait sur les réseaux, et je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'ai commencé par le tome 1, que j'ai adoré. Et ensuite j'ai acheté le tome 2 et j'étais là, ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors, qu'on soit bien clair, j'ai vu que les tomes 3 et 4 étaient précommandables, donc ça a été précommandé à la FNAC. Dans le premier tome, on suit un garçon qui est très discret, qui sèche les cours, qui est toujours sur les toits de son lycée, et une jeune fille qui est très investie et qui décide que non, il faut qu'il suive les cours, et je veux pas qu'il ait une mauvaise moyenne, elle veut persévérer, puis elle est quand même plus ou moins attachée à ce garçon, pas forcément de manière amoureuse, mais elle a envie qu'il réussisse quoi. Du coup elle se fait un peu une mission personnelle de je vais l'aider, et je vais le suivre, et je vais le saouler jusqu'à ce qu'il vienne en cours et qu'il arrête de sécher et de faire sa vie comme ça indépendamment. Et un jour elle va le suivre et il va être dans un studio. Et elle va apprendre qu'il est guitariste et notamment chanteur. Et elle va devenir plus ou moins fan de lui et plus ou moins amoureuse de lui. Sauf que nous avons le tome 2,
Et ce garçon assez mystérieux, il entretient une relation complètement toxique avec une femme un petit peu plus âgée que lui. Et c'est complètement toxique, vraiment. Et on va parler de relations toxiques dans ce bouquin, en sachant que vous avez cette jeune héroïne toute mignonne, et une autre héroïne qu'on trouve aussi dans le top 1, hein, qui est complètement toxique, mais qui est pas... Tu sens que c'est pas une mauvaise personne. Juste, elle est pas adaptée et elle attend des choses qui ne sont pas entendables. Et lui, il va juste être perdu dans cette espèce de triangle amoureux en se disant, ben en fait, elle me connaît, elle m'a jamais laissé tomber, elle est toujours là pour moi et elle est... c'est le principe des relations toxiques, hein. Elle a toujours été là pour moi, elle est super sympa et tout, mais moi je suis amoureux d'une autre. Et il y a plein de chansons, parce que c'est vrai, dans le tome 1, il y a plein de chansons, je suis là, oh en fait, il a écrit des chansons d'amour pour cette jeune fille. Non, non Pauline, arrête de te bercer d'illusions. On parle de relations toxiques, je préfère en parler, quitte à vous spoiler, parce que ça peut trigger des gens. On n'est pas dans un cadre de violence conjugale, même si je pense que pour certains, vous me direz que si, en fait, c'est aussi une forme de violence conjugale, parce qu'il y a une espèce de chantage et de rapport très malsain entre les deux. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir ça en sachant que c'est l'homme qui subit la relation toxique et que la jeune femme, elle pense même pas à mal, hein, mais elle est complètement nocive pour lui. Et j'adore suivre cette saga. Je pense qu'il va finir avec la jeune fille toute mignonne, mais je suis même pas sûre parce que pour le moment il est encore complètement épris et sous l'emprise de la jeune femme. Et elle a quelque chose de fascinant et elle a quelque chose de... En plus elle est plus âgée. Et bref, j'aime beaucoup cette petite saga de Studio Cabana, que j'appelle souvent Studio Cabano. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite, même si j'ai adoré le premier tome, et le tome 2 au début j'étais là, ah mais j'aime pas du tout, parce que on a un final bâtard là-dedans, et après, au début du tome 2, on est très ciblé sur comment ce garçon a rencontré la meuf toxique, comment le groupe s'est créé finalement. Et du coup j'étais, enfin non c'est plutôt l'inverse, ça c'est le tome 2, et j'étais vraiment en mode mais non, c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais avoir la suite du tome 1, je voulais que ce soit une suite directe, je voulais qu'on aille directement là-dedans. Et non. Et du coup j'étais un peu genre, bah, j'ai pas payé pour ça quoi. Donc enfin, les deux sont très sympas. J'ai préféré, attendez faut pas que je me trompe, j'ai préféré le tome 1, mais le tome 2 est très intéressant et je pense que le tome 3 le sera d'autant plus parce que on comprend des éléments du tome 1 grâce au tome 2 et voilà, on sait pas trop comment vont avancer les choses pour les deux parce qu'on sait même pas si on finir ensemble finalement, mais pour la relation toxique et le fait que ce soit très bien traité et en plus de voir ça en manga, vraiment chapeau. Il y a quelques personnages un peu loufoques, on est quand même dans le milieu de la musique donc il y a quand même des petites choses extravagantes, mais ça reste plus ou... ouais ça reste réaliste parce que dans le milieu artistique on sait que parfois c'est un peu... Mais ouais j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette petite saga là. Et pour finir je vais vous parler de 4 livres mais je ne vais pas vous en dire grand chose puisque je continue juste de lire les carnets d'apothicaire. Donc là vous avez le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7. Je crois que mon préféré pour le moment, je sais plus si c'est le 5 ou le 6 mais c'est l'un des deux là où j'ai adoré. Je me suis plongée dedans, je les ai enchaînés. Et après j'ai appris que l'autrice avait été condamnée je crois pour détournement de fonds. Enfin bref, je crois qu'elle va faire un an de prison en Chine. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, genre un truc qui me dégoûte bien. Donc je suis un peu triste, mais en même temps, quand j'ai fini le tome 7, j'ai été chez mon libraire, j'ai acheté du tome 8 au tome 13, donc tous les autres livres de la saga qui sont sortis actuellement. Et je vais continuer de lire cette petite saga, qui n'est pas la meilleure saga du monde, mais je l'aime quand même beaucoup. Et si au début on est très sur le côté apothicaire de la fille qui fait des concoctions, qui teste des trucs sur elle, qui est très sur ce truc médical, médicinal, etc. On l'est toujours dans la suite de la série, mais on avance un peu au niveau relationnel. C'est que moi je lui trouve des petits amoureux de partout, et après il se passe rien et je suis là, non mais... Je veux bien que la romance elle soit pas au cœur du bouquin, mais quand même. Et on en apprend plus sur son passé et il y a d'autres enjeux qui se jouent, on n'est pas que sur du médical et c'est ce que j'aime aussi. Si on voit que l'histoire évolue, que la jeune fille évolue, enfin voilà, elle a quand même certains attributs féminins. Au début c'est un peu entre guillemets un bébé, elle est promise, enfin elle fait partie d'un bordel mais pour le moment elle ne se prostitue pas. Il y a toujours la question de est-ce qu'elle va un jour devoir se prostituer parce qu'il y a
bah, y a cette question qui reste en suspens. Il y a, je crois pas que ce soit le roi, hein. Mais bref, il y a quelqu'un qui est haut placé, qui l'aime bien et qui essaye un peu toujours de la rapprocher de lui. Il y a plein d'enjeux qui se jouent et vraiment c'est une saga que j'aime vraiment bien. Je ne pensais pas adhérer, je suis pas trop historique moi. Je peux le faire avec la Corée pour certains points et tout, là ça se passe en Chine donc c'est pas forcément mon délire non plus. Mais le côté médicinal et apothicaire est très intéressant. Un peu too much parce que à chaque manga vous avez une histoire de oh il a été empoisonné, oh c'est la seule qui peut le sauver. Ok, ça peut être un peu too much, mais comme l'histoire avance aussi en parallèle, c'est pas mal, moi j'aime bien, donc voilà, j'ai lu le 4, 5, 6, 7 ce mois, et je ne sais pas, enfin le mois dernier, plutôt au mois de juillet, et je ne sais pas si au mois d'août je vais me faire le 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça m'en fait quand même 6 à lire. Je suis pas certaine d'en lire 6, mais j'avancerai tranquillement la saga, surtout que comme bah, l'autrice ne va pas, enfin la mangaka ne va pas pouvoir en ressortir tout de suite, à part si c'est son équipe qui bosse là-dessus, mais j'en sais rien. Voilà, je sais pas si je me garde quelques tomes ou si juste je les bouffe d'un coup. En sachant que je vous tourne ça, on est le 6, non on est le 8 août, et j'ai lu déjà pas mal de livres. Que ce soit en roman ou en manga, j'ai retrouvé plus ou moins un rythme de lecture, je ne sais pas pour combien de temps. Mais voilà, il va y avoir des petites choses, il va y avoir des petits vlogs, des petites choses comme ça dans le mois d'août, enfin dans le mois qui arrive, mais bien avancé. Hein. Et peut-être que je me lirai du coup les autres carnets de l'apothicaire, je verrai. Sur ce, cette très longue vidéo est terminée. À chaque fois je vous demande si vous voulez 2 points lecture ou alors un seul qui soit grand et tout le monde me dit Pauline on adore les longues vidéos donc vous êtes servi, vous avez une longue vidéo. C'est un peu dur pour moi la concentration parce que vraiment littéralement il est 6h27 et que je suis réveillée depuis 3h30. Donc j'ai dormi 4h30. Yes. Mais voilà, je tenais à vous parler de ces livres. J'espère que vous en avez noté certains. Moi j'ai eu quelques très bonnes lectures. Je suis très contente de me replonger dans le graphique parce que on ne le met pas assez en avant et il y a plein de choses, il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées en roman mais je les trouve encore plus percutantes quand c'est en manga ou alors en webtoon ou même récemment en roman graphique et en BD. J'espère que malgré sa longueur, cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!